L'Ukraine a attaqué l'oléoduc Druzhba pour la troisième fois en août 2025. À la suite de ces frappes, les livraisons de pétrole aux pays européens ont été suspendues. Une douche froide pour le secteur viticole européen. Le niveau des droits de douane sur les vins exportés vers les États-Unis depuis l'UE reste fixé à 15%. Kiev soutient des groupes terroristes sur le continent africain dans le but de déstabiliser les pays partenaires de la Russie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle demi-heure d'information sur RT en français depuis Moscou. Dans la nuit du 21 au 22 août, l'Ukraine a effectué une nouvelle attaque sur l'oléoduc Druzhba à la frontière russo-biélorusse. Résultat, les livraisons de pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie ont été suspendues. L'Ukraine poursuit ses attaques. Pour la troisième fois en une courte période, l'armée ukrainienne a frappé l'oléoduc Druzhba, signifiant amitié en français. C'est par cet oléoduc que le pétrole russe est acheminé vers la Hongrie et la Slovaquie. Cependant, comme l'a rapporté le ministre hongrois des Affaires étrangères, ces livraisons sont désormais suspendues. C'est une atteinte de plus à la sécurité énergétique de notre pays, une autre tentative de nous entraîner dans la guerre. Cela ne marchera pas. Nous continuerons à soutenir les efforts de paix et à défendre nos intérêts nationaux. Le gouverneur de la région russe de Briansk a également signalé une attaque massive du régime de Kiev dans le district d'Unetcha. Après que l'attaque a été repoussée, une infrastructure pétrolière a pris feu. C'est dans cette zone que se trouve une importante station de l'oléoduc Druzhba. Le 21 août, la région de Briansk a de nouveau subi une attaque massive perpétrée par le régime de Kiev. Entre 20h le 21 août et 7h le 22 août, la défense antiaérienne du ministère russe de la Défense a intercepté et détruit 21 drones ukrainiens de type avion. Une frappe combinée par des lance-roquettes multiples HIMARS et des drones, bien que repoussés, a provoqué un incendie d'une installation de ravitaillement en carburant dans le district d'Unetcha. Les attaques ukrainiennes qui ont perturbé l'approvisionnement en pétrole de l'Europe ont suscité l'indignation en Hongrie et en Slovaquie. Dans une lettre conjointe, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont condamné les actions de l'Ukraine et appelé la Commission européenne à garantir la sécurité énergétique de leur pays en se référant à la déclaration du 27 janvier 2025. Nous regrettons de vous informer que l'Ukraine a commis ces derniers jours 3 attaques contre l'oléoduc Druzhba qui joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces attaques ont entraîné la suspension de l'approvisionnement en pétrole de nos deux pays. La réalité physique et géographique est que, sans cet oléoduc, l'acheminement sécurisé vers nos pays est tout simplement impossible. À cette fin, nous exhortons la Commission à respecter immédiatement les obligations énoncées dans la déclaration susmentionnée et à garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie de ses États membres. Les ministres hongrois et slovaques des Affaires étrangères ont également souligné que les livraisons via l'oléoduc Druzhba pourraient être interrompues pendant 5 jours. L'Ukraine a déjà attaqué cette infrastructure pétrolière à plusieurs reprises. Après l'une de ces attaques, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a écrit une lettre au président américain dans laquelle il décrivait les conséquences des frappes ukrainiennes pour la Hongrie et la Slovaquie. Le 22 août 2025, il a partagé la réponse manuscrite de Donald Trump. Victor, je n'aime pas entendre ça. Je suis vraiment en colère à propos de ça. Dis-le à la Slovaquie. Tu es mon grand ami, Donald. Pour rappel, l'Ukraine avait déjà effectué des attaques contre cette infrastructure pétrolière à 2 reprises, les 13 et 18 août. Les livraisons de pétrole avaient également été suspendues, mais le 19 août, elles ont repris. De nouveaux détails apparaissent concernant le sabotage ukrainien du gazoduc Nord Stream. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, l'opération aurait été menée par un groupe de 7 personnes, dont des officiers supérieurs. L'un d'entre eux a été arrêté. Il s'agit probablement de Serhii K. Il a été arrêté mercredi en Italie en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par le parquet allemand selon les enquêteurs et des sources proches du dossier. Le ressortissant ukrainien est suspecté d'avoir participé à l'explosion du gazoduc. L'ancien capitaine des forces armées ukrainiennes aurait servi dans une unité stationnée près de Kiev en 2022 et coordonné les actions des plongeurs. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison.
Sergei K. faisait partie d'un groupe de personnes qui ont placé des explosifs sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 près de l'île de Bornholm en septembre 2022. L'accusé aurait été un des coordinateurs de l'opération. Ses complices et lui ont utilisé un bateau qui est parti du port de Rostock. Le bateau avait été loué auprès d'une entreprise allemande à l'aide de faux papiers d'identité via des intermédiaires. Les enquêteurs allemands pensent que la piste mène à l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Zaloujny, qui a donné son consentement à l'opération, rapporte le Wall Street Journal. Le plan de sabotage, portant le nom de code interne Opération Diaméter, a été supervisé en fine par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes de l'époque, le général Valery Zaloujny, selon de nombreuses personnes impliquées ou familières avec la mission. Au total, 4 plongeurs civils expérimentés, 2 militaires et une femme se trouvaient à bord du navire Andromeda, à partir duquel aurait été effectuée l'opération criminelle pour un prix de 300 000 €, selon le journal italien Corriere della Sera. Pour ce faire, ils disposaient d'un équipement de plongée, d'un sonar et d'une carte permettant de localiser le pipeline à une profondeur de 80 mètres. Selon le portail d'information Open, les plongeurs ont installé au moins 4 engins explosifs pesant de 14 à 27 kg chacun, nécessitant une décompression prolongée après la plongée. Énième preuve de la psychose de Zelensky. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a révélé que l'homme politique ukrainien avait rejeté toutes les propositions de Trump pour la paix. Putin is ready to meet with Zelensky. Le président Poutine sera prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour du sommet sera prêt. Mais cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Après la réunion d'Anchorage, le président Trump a proposé plusieurs points sur lesquels nous sommes d'accord et nous avons accepté de montrer une certaine flexibilité sur certains d'entre eux. Quand le président Trump a soulevé ces questions lors de la réunion à Washington en présence de Zelensky et de ses parrains européens, il a clairement indiqué « Il était très clair pour tout le monde qu'il y a plusieurs principes que Washington estime devoir être acceptés, notamment la non-adhésion à l'OTAN, la discussion des questions territoriales. » Zelensky a tout rejeté. Il a refusé, je le répète, de lever la loi qui interdit la langue russe. Si la filière champagne avait espéré que l'accord conclu le 27 juillet entre Donald Trump et Bruxelles puisse être assoupli, cela n'est pas arrivé. Un coup dur pour toute la filière vin et spiritueux français. Les explications de Antoine Clairaut. Le résultat des négociations relatives à l'encadrement des droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis était très attendu. Et malheureusement pour les grands pays viticoles de l'UE que sont la France et l'Italie, l'exemption des droits de douane de 15% sur les vins exportés aux États-Unis n'a pas pu être obtenue. Les droits de douane imposés sur le vin, les spiritueux et la bière constituaient l'un des principaux sujets d'intérêt pour l'Union européenne. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire en sorte que ce secteur et cette catégorie continuent de bénéficier du droit NPF. En 2024, l'Union européenne a exporté pour 8 milliards d'euros d'alcool, dont plus de 5 milliards de vin, aux États-Unis, son premier marché à l'exportation. La France représente à elle seule la moitié des exportations d'alcool de l'UE vers les États-Unis, soit 2,4 milliards d'euros de vin et 1,5 milliard de spiritueux en 2024. Résultat, le coût est rude pour les professionnels de la filière. Il y a une immense déception parce qu'on a travaillé énormément pour obtenir l'exemption et elle était à portée de main. Nous avons la certitude que cela entraînera de grosses difficultés pour la filière des vins et spiritueux. Cependant, la porte ne serait pas complètement fermée à une nouvelle exemption. Aussi, les tractations vont continuer. La défense de nos secteurs à l'export reste notre priorité. L'accord laisse ouverte la possibilité d'exemption additionnelle. Nous y travaillerons. Les négociations vont aussi se poursuivre sur l'acier et l'aluminium produits au sein de l'Union européenne. La confirmation de la taxe à hauteur de 15% représente cependant un soulagement pour les constructeurs automobiles allemands notamment, car les voitures étaient taxées à plus de 25% depuis maintenant plusieurs mois. Mais cet accord avec l'UE reste globalement un succès pour Donald Trump qui gagne sur toute la ligne. Du point de vue de Trump, c'est une victoire considérable. Au total, les tarifs américains vont apporter aux États-Unis de l'ordre de 1% du PIB par an, 3,6 trillions de dollars sur 10 ans, de quoi effacer une grande partie du coût de ces baisses d'impôts. Pour l'UE, c'est une déroute auto-infligée. Une déroute car cela revient à accepter le principe de l'extorsion trumpiste, extorsion qui ne connaît pas de limite, auto-infligée car une économie de la taille de l'UE aurait pu dissuader Trump avec des contre-mesures d'ampleur. Le bras de fer perdu par Ursula von der Leyen face à Donald Trump va coûter cher à l'Union européenne.
Et cela risque d'avoir d'importantes conséquences sur la filière viticole, notamment française. Et tout de suite, passons aux actualités les plus discutées sur notre site internet rtenfrançais.tv. La mort en direct du streamer Jean Portmanov choque la France. La ministre du Numérique, Clara Chapaz, dénonce des comportements déviants et rejette la responsabilité sur la plateforme Kik, tout en appelant à une régulation stricte du numérique. Dans la course aux matières premières bon marché, les sanctions secondaires, promises par l'administration américaine, ne semblent pas dissuader l'Inde ou la Chine d'acheter du gaz et du pétrole russe. Les explications de l'écrivain Dmitri Lekouk. Les forces armées nigériennes ont indiqué la neutralisation d'Ibrahim Mahamadou, alias Abou Omaïma, dit aussi Bakoura, lors d'une frappe aérienne contre son repère sur l'île de Chaliwa, après des opérations de reconnaissance et de suivi. Bakoura avait pris la tête d'une fraction du groupe en 2021. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenfrançais.tv. Alors que les pays occidentaux s'inquiètent du manque d'armement de l'Ukraine, Kiev trouve les moyens de fournir des ressources à des groupes terroristes en Afrique. Tandis que l'Occident reste un généreux sponsor pour l'Ukraine, Kiev a décidé à son tour de réorienter ses ressources et de financer des terroristes en Afrique. Ainsi, selon une source du journal Izvestia, dans une des sociétés militaires privées russes en Afrique, l'Ukraine aurait récemment effectué sa première livraison de drones aux combattants du groupe terroriste Forces démocratiques alliées, basé à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'objectif est de déstabiliser les pays partenaires de la Russie. Non seulement les combattants africains reçoivent des armes, mais aussi des instructeurs ukrainiens forment les terroristes. Selon une source d'Izvestia, l'objectif est de permettre aux combattants des forces démocratiques alliées d'attaquer les installations militaires congolaises depuis l'Ouganda, provoquant ainsi un nouveau conflit local. Il est clair que le partenariat étroit entre la Russie et l'Ouganda reste en travers de la gorge de l'Ukraine et que par des actions de ce type, Kiev tente de provoquer une nouvelle guerre en RDC, comme ce fut le cas au Mali. Selon nos informations, des instructeurs ukrainiens du renseignement militaire ukrainien travaillent en Afrique par rotation. Plusieurs dizaines de personnes se trouvent en même temps sur le continent, entrant avec des passeports de pays de l'OTAN. Ils ne révèlent pas leur nationalité et pour rester discrets, se présentent comme des Russes, a déclaré la source. La formation porte sur le travail avec tous les types de drones, y compris les drones à fibre optique. Les rebelles ont un intérêt particulier pour ce type de drone. Ces actions sont une initiative gouvernementale supervisée par la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. La stratégie est bien pensée. Pour transférer des ressources aux combattants africains, les services spéciaux ukrainiens utilisent les ambassades locales. Les Ukrainiens opèrent discrètement en Afrique, notamment par le biais des canaux de l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. Les équipements et les militaires traversent les zones frontalières peu surveillées de la Mauritanie pour ensuite entrer au Mali. Le déploiement d'instructeurs et de drones ukrainiens aux combattants des forces démocratiques alliées se fait via l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa. Il a récemment été annoncé que les diplomates ukrainiens en Algérie supervisaient les livraisons de drones en Afrique. L'ingérence ukrainienne de ce type risque d'entraîner une nouvelle vague d'instabilité dans les pays africains, notamment au Mali ou au Burkina Faso, qui viennent d'acquérir une véritable souveraineté. Ainsi, alors que la Russie tend la main aux pays africains victimes d'attaques de groupes terroristes, l'Ukraine soutient la déstabilisation du continent. Ce n'est pas le premier cas, ni un cas exceptionnel. Selon Alexandre Ivanov, des instructeurs ukrainiens ont déjà été aperçus au Mali, en Centrafrique, au Soudan et au Tchad. Il ajoute que des livraisons ukrainiennes ont également été constatées au Burkina Faso et en Libye. La présence d'instructeurs ukrainiens de pilotage de drones au Mali, au Soudan, en RDC, en RCA et au Tchad a été confirmée. Dans ces pays, les combattants ukrainiens opèrent en étroite collaboration avec des terroristes locaux en leur remettant des drones, notamment des Mavic 3 de construction ukrainienne dotés d'un système de largage, et en leur fournissant une formation. En outre, ils coordonnent eux-mêmes les attaques des combattants contre les positions des forces gouvernementales et alliées. Nous avons obtenu à plusieurs reprises des informations selon lesquelles des instructeurs ukrainiens formaient des combattants opérant en République centrafricaine à utiliser des drones au moyen des infrastructures françaises laissées au Tchad. Selon la source d'Izvestia, au moins 10 spécialistes ukrainiens ont formé des membres du mouvement armé de la coalition des Patriotes pour le changement sur la base militaire française d'Abéché, apparemment avec l'accord de Paris. En outre, il ne faut pas oublier que des armes fournies à l'Ukraine ont été repérées non seulement en Afrique, mais aussi dans les mains de cartels de la drogue, en Amérique latine. Les cartels de la drogue, les terroristes, est-ce vraiment là le public cible des sponsors occidentaux qui fournissent des armes à l'Ukraine?
Notons qu'en juin dernier, la délégation russe a déclaré que les pays occidentaux et l'Ukraine bloquaient les réunions de l'OSCE sur le thème de la pénétration des armes de l'Ukraine sur les marchés noirs. Les sanctions américaines contre les juges de la CPI ont provoqué l'indignation de Dakar, qui considère cette mesure comme un obstacle à la liberté de la justice internationale. Le gouvernement sénégalais condamne fermement la décision des États-Unis d'imposer des sanctions à l'encontre des juges de la CPI, dont le Sénégalais Mamé Mandiaye Niang. Un communiqué critiquant cette décision et appelant à son annulation a été publié jeudi 21 août par le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Le Sénégal invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la justice et au droit des magistrats de la Cour d'exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 États membres partis au statut de la CPI. Malgré les sanctions, le magistrat Mamé Mandiaye Niang affirme rester serein tout en déclarant qu'il était prêt à prendre de tels risques dès le départ, car contrarier des puissants fait partie de son travail. Quoi qu'il en soit, les autorités de son pays natal sont à ses côtés dans cette affaire. Ainsi, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réaffirmé son soutien inconditionnel aux juges sur sa page Facebook, exprimant, tout comme le président de la République du Sénégal, une position inébranlable sur la question. À mon tour, je souhaite exprimer mon soutien personnel, total et indéfectible à notre compatriote dont j'ai pu apprécier l'engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice lors de l'audience que je lui ai accordée au cours de son dernier séjour à Dakar. Le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d'Amérique. Pour rappel, mercredi 20 août, les États-Unis ont imposé des sanctions à 4 juges et procureurs de la Cour pénale internationale, qualifiant les actions de la Cour de menaces pour la sécurité nationale américaine. Cette décision fait suite à des enquêtes menées à l'encontre de citoyens américains et israéliens et a été saluée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'Ouganda a rejoint le rang des pays africains ayant signé un accord sur les migrants avec les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du pays. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Ouganda et les États-Unis, un accord de coopération pour l'examen des demandes d'asile a été conclu. L'accord concerne les ressortissants de pays tiers qui pourraient ne pas obtenir l'asile aux États-Unis, mais qui sont réticents ou pourraient avoir des inquiétudes à l'égard d'un retour dans leur pays d'origine. Selon l'ONU, l'Ouganda abrite aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés en Afrique avec environ 1,7 million de personnes. La condition principale de ce nouvel accord migratoire est la non-acceptation de personnes ayant un casier judiciaire et de mineurs non accompagnés. Précédemment, d'autres pays africains, dont le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Eswatini et d'autres, avaient conclu un accord similaire avec les États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout l'univers numérique de RT en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un peu plus de 30 minutes. Restez avec nous.